africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge Le Soir. On vous doit, avec Thierry Michel, le documentaire L'homme qui répare les femmes, un portrait du docteur Mukwege. Votre dernier livre vient de sortir, Kinshasa, aller-retour aux éditions Nivikata. Sylvain Desjardins, correspondant à Paris pour la télévision canadienne Radio-Canada, riche expérience de reportage à l'international, principalement reporter de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Thomas Cantaloube, grand reporter pour le site français d'information Mediapart, auparavant et notamment correspondant pour plusieurs médias à Washington et à New York. Et enfin Francis Aloupo, journaliste à la radio internationale africaine Africa numéro 1, professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme à Paris et président de l'Observatoire des réformes et géopolitique d'Afrique et partenaire d'Europe. Merci à vous quatre d'être ici avec nous pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Vous pouvez le faire vous aussi depuis chez vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag kiosque. Et tout de suite, on commence donc avec cette semaine politique chargée en République démocratique du Congo. Lundi, décision de la Cour constitutionnelle autorisant la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à reporter la présidentielle. Mardi, accord politique entre le camp du président Joseph Kabila et une frange de l'opposition congolaise, ce qui a conduit jeudi à une journée ville morte. Alors en quoi consiste cet accord? Les explications d'Ilham Taoufiki. Vital Kamerhe pour l'opposition, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Néhémie Mouilania pour le pouvoir en place. Tous ont signé un à un sous les objectifs un accord politique après 6 semaines de tractation. Dans ces pages, brandies triomphalement devant les journalistes, les signataires acceptent de fait le report de la présidentielle à avril 2018, accepter aussi le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat officiel le 19 décembre prochain, et ce jusqu'à l'élection de son successeur. C'est la voie de la raison qui a triomphé, c'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Joseph Kabila sera-t-il lui-même candidat à sa réélection? Ça, l'accord ne le dit pas. Il est juste rappelé que le président respectera à la lettre la Constitution qui, en l'état, lui interdit de se représenter. La fera-t-il modifier? La question a été soigneusement éludée. Vital Kamerhe, lui, se veut confiant et tacle au passage le rassemblement constitué par la majeure partie de l'opposition autour d'Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, rassemblement qui a depuis le début préféré boycotter le dialogue national. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et parier sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. L'accord prévoit aussi un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre issu de l'opposition. Vital Kamerhe est bien entendu pressenti pour occuper le poste. Mais vous savez que tout est vraiment... Alors l'accord appelle au respect intégral des articles de la Constitution, mais il ne précise pas noir sur blanc que Joseph Kabila ne peut pas se représenter ou changer la Constitution pour lever la limite du nombre de mandats. Colette Brackman, est-ce qu'on peut d'ores et déjà, ou est-ce que c'est trop tôt, parler d'un coup d'État constitutionnel? C'est peut-être trop tôt, mais en tout cas c'est un accord totalement incomplet et qui est en rupture avec les vœux de la population, qui est légaliste, qui veut le respect de la Constitution, parce que cette Constitution a été adoptée par référendum, c'est la loi fondamentale, et cet accord va à l'encontre puisqu'il prolonge au-delà des délais légaux la présence au pouvoir du chef de l'État, qui par ailleurs ne s'est même pas prononcé sur ses intentions. Est-ce qu'il va rester 2 ans ou plus? Il ne s'est même pas prononcé sur le sujet. Donc il y a une rupture entre une grande majorité de l'opinion et les acteurs politiques qui ne représentent d'ailleurs pas la totalité de l'opposition non plus. Alors précisons ce que dit la Constitution, 2 mandats maximum, ce qui veut dire que Joseph Kabila devrait quitter le pouvoir le 19 décembre. Ça ne sera pas le cas. C'est d'où ma question peut-être sur ce coup d'État constitutionnel. On a bien compris que c'est peut-être pas encore le cas. En effet, vous soulignez quelque chose d'intéressant, c'est que Joseph Kabila, on ne l'entend pas, on ne l'a pas entendu jusqu'ici, on ne l'entend pas sur l'accord, ce qui ouvre la voie à toutes les interprétations, Francis. Mais Joseph Kabila, c'est un taiseux, on le sait très bien. Je pense qu'il y a d'autres qui sont à la manœuvre pour lui. C'est une sorte comme ça de style de gouvernement. On attend très peu le chef de l'État, mais il y a d'autres qui agissent pour lui. Il y a son ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement plutôt, M. Lambert Mende, qui évidemment est le porte-voix du régime.
Et alors vous avez posé la question de savoir s'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. La réponse, en ce qui me concerne, c'est oui. C'est massivement oui. C'est un push constitutionnel qui a été avalisé par une partie de l'opposition. On pourrait parler d'opposition coopérative, n'est-ce pas? Et la partie de l'opposition qui est minoritaire, qui a pris part à ce dialogue national, ça n'est pas la majorité de l'opposition, je le précise pour ceux qui nous regardent. Et ce qu'il faut dire en fait, c'est que voilà, tout ça nous renvoie quand même à l'égalité actuelle en Afrique. C'est qu'on a institué aujourd'hui en Afrique ce qu'on appelle le dialogue. Avec d'ailleurs les bonnes recommandations des médiateurs internationaux. Quand il y a une crise, on dit, bon voilà, il faut aller au dialogue. Et ce qu'on appelle dialogue est devenu une sorte de spécificité africaine qui permet en fait d'abord de légitimer de temps en temps des rébellions, de légitimer des coups d'État constitutionnels, de légitimer aussi des pouvoirs, enfin une captation du pouvoir, une confiscation du pouvoir par des régimes décriés, des régimes contestés et contestables. Donc on vient d'assister à ce cérémonial d'un genre très particulier où simplement un régime provoque une crise, parce qu'il s'agit bien d'une crise provoquée par le régime, puisque c'est un régime qui arrive au terme de son mandat et qui découvre soudain quelques mois avant la fin de son mandat qu'il n'y a pas les finances nécessaires pour organiser des élections, que les listes électorales sont incomplètes, évidemment, ce qui peut d'ailleurs renvoyer à l'incurie de ce pouvoir, et ce qui pourrait amener à disqualifier ce pouvoir définitivement, puisque c'est un pouvoir qui n'est pas en mesure de faire face à des obligations régaliennes, et organiser des élections dans un pays relève d'une obligation régalienne. Donc c'est le régime qui a provoqué une crise, et ensuite on appelle des opposants pour dire venez, on va s'asseoir pour régler la crise que nous avons provoquée. À l'arrivée, on a simplement le résultat du scénario qui a été écrit depuis plusieurs mois, voire des années par pour soupçonner, c'est-à-dire un glissement du calendrier électoral qui a du mal évidemment mené par Joseph Kabila. La fin de son mandat. Est-ce qu'avec la signature de cet accord, parce qu'on l'entendait dans le sujet, c'est négocier pour éviter la guerre, etc. Est-ce qu'avec la signature de cet accord, la situation, la crise a empiré au contraire? Mais pas du tout. C'est une crise totalement inutile provoquée par le régime qui veut rester au pouvoir au-delà des délais légaux et qui veut provoquer la guerre. Ce n'est pas la population, ce n'est pas. On se demande qui. Ce terme de guerre employé par M. Caméré est extrêmement préoccupant. Qui parle de guerre? Qui veut provoquer la guerre? Est-ce que c'est le pouvoir qui veut se maintenir en provoquant la guerre et en menaçant ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui de lui imposer, c'est une stratégie peut-être? Guerre? Je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est une stratégie peut-être de provoquer la guerre? Une stratégie de menace, mais qui veut provoquer la guerre? Ce n'est pas la population. La population, elle demande simplement que la loi soit respectée, que la Constitution soit respectée. Est-ce que c'est ça, déclarer la guerre? Alors on va voir concrètement ce qui va se passer à partir après le 19 décembre, le jour où normalement Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir. Que va-t-il se passer d'ici à avril 2018, date à laquelle la présidentielle a été fixée? Quel scénario s'ouvre aujourd'hui en RDC? Puisque ça n'a l'air de faire aucun doute pour vous, il y a une manipulation de la Constitution. Alors, il y a deux options. Est-ce que la période transitoire va permettre à Joseph Kabila de remettre les compteurs à zéro? Est-ce qu'il pourrait tenter de modifier la Constitution sur la limitation du nombre de mandats présidentiels? Quelle piste privilégiez-vous? Alors, je voulais revenir sur ce que disait Colette Breitman à l'instant, c'est que ce n'est pas très sérieux d'opposer la guerre à la paix. Il ne s'agissait pas de régler la question de la guerre et de la paix autour d'une table. Vital Caméré, qui s'est présenté, d'abord qui a été quand même le collaborateur de M. Kabila pendant longtemps avant d'en devenir l'opposant, je veux dire, se disqualifie totalement. Je veux dire que c'est d'une grossièreté énorme que de dire, voilà, on avait le choix entre la guerre et la paix. Qui déclare la guerre et qui institue la paix dans ce pays, il faut le savoir. Alors, les scénarios possibles, évidemment, aujourd'hui, l'opposition qui conteste toujours cet accord, donc qui est plutôt dans la légitimité, qui réclame des élections en temps et en heure, qui réclame le départ de Joseph Kabila à l'issue de son mandat. Cette opposition aujourd'hui a une marge de manœuvre, je dirais, de plus en plus étroite, puisque on se souvient des manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont donné lieu quand même... C'est à moins une cinquantaine de morts, les 19 et 25. Au moins 50 morts, des dizaines de blessés, voilà. Donc c'est une manière, au fond, c'est-à-dire que cette répression forte, c'est un signal qui est envoyé à l'opposition. C'est-à-dire que nous sommes là dans un pays où les manifestations sont de fait interdites. Donc nous ne sommes plus dans un cadre démocratique du tout, où l'opposition pourrait librement manifester et faire valoir ses revendications. Donc vous nous dites que l'opposition est contrôlée et que donc il y a une crainte à ce niveau-là. Il y a une crainte forcément, puisque en fait la réponse de pouvoir est très claire. C'est la répression. Si vous sortez dans la rue, nous allons vous tuer, on va vous tirer dessus. C'était le cas il y a quelques semaines. Donc évidemment, cette opposition va continuer
à contester, à manifester certainement. Mais alors, ce qu'on peut dire... Mais sur les scénarios possibles, alors? Ce qu'on peut dire dès aujourd'hui, c'est que ce qui a été mis en place à l'issue de ce dialogue, c'est un troisième mandat de fait qui est accordé à M. Joseph Kabila. Et il faut s'attendre dans les prochains mois à ce qu'il y ait une autre séquence qui émerge, c'est celle de la modification de la Constitution, permettant à Joseph Kabila de se présenter pour un troisième mandat, effectivement. Je crois que dans l'immédiat, on va vers un durcissement des positions et vers un fossé qui va s'élargir entre une partie de la classe politique qui a coopéré, qui a collaboré, et les sentiments de l'opinion. Et on va évidemment essayer de rameuter, de séduire d'autres groupes de l'opposition qui ne sont pas dans le dialogue, de les récupérer, mais ils vont passer sur l'autre berge, mais la population, elle, va rester de son point de vue, et le fossé va se creuser avec tout ce que ça suppose de risque de violence, de répression, de l'opinion, et un recul tout à fait considérable et dangereux des avancées démocratiques qui avaient tout de même été acquises durant les 15 dernières années. Eh bien, on fait marche arrière toute, et je crains vraiment le durcissement. Et le pouvoir a intérêt à l'explosion et au durcissement, parce que cela permettrait évidemment à ce pouvoir d'instaurer dans quelque temps une sorte d'état d'exception. C'est inscrit dans le scénario également. Thomas. Je pense qu'effectivement, ce que disait Colette Brackman est intéressant, mais on est dans une forme de troisième phase. Il y a eu une première phase dans les années 90 où, avec l'établissement d'un certain nombre de régimes démocratiques, certains disent que c'est surtout le discours de la bolle de Mitterrand, mais enfin, on a instauré des constitutions, il y a eu des élections, et puis les dirigeants se sont rendus compte qu'ils pouvaient être dégagés à l'issue des élections, donc ils se sont mis à contourner, et on a vu plein de pays d'Afrique, mais c'est pas limité à l'Afrique, hein, c'est aussi dans d'autres pays, où on modifie les constitutions, on prolonge les mandats, on fait une nouvelle constitution qui finalement invalide la précédente, et on prolonge le mandat, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de pays comme ça en Afrique qui ont procédé à ça. Et là, ce à quoi on assiste, on l'a vu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est les résistances de populations qui disent mais non, il y a des règles, vous les avez acceptées, elles doivent être respectées. Alors ça marche mieux en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, Sylvain, sur ces résistances? Moi, je constate que ça semble être toujours la même problématique que Thomas évoque bien, et je suis assez ahurissant de voir la quantité de leaders politiques, que ce soit à l'ouest, au centre ou à l'est, qui refusent de se plier aux constitutions qu'ils font eux-mêmes adopter, alors que les populations, souvent dans un pays en particulier comme la République démocratique du Congo, souffrent énormément, alors qu'il y a des richesses énormes qui sont exploitées, mais dont les profits ne reviennent pas à cette population. Et c'est encore cette population qui est visée, comme on l'expliquait bien ici, dans des menaces de violence potentielle encore, juste parce qu'on voudrait faire respecter cette constitution. Moi, enfin, que ce soit à l'est ou à l'ouest, je pense que c'est la même chose. Ça reste ahurissant. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Et la population s'est un peu manifestée cette semaine, puisque à 2 mois de la fin officielle de ce mandat de Joseph Kabila, l'opposition congolaise dénonce, vous le disiez, une violation de la Constitution. Ça ne va pas revenir là-dessus, c'est sa position. L'opposition a appelé une journée ville morte pour exiger ce départ du pouvoir, mot d'ordre carton jaune. Colette, expliquez-nous, parce que c'est toujours diversement suivi. Donc on a vu qu'à Kinshasa, les rues étaient vides. À Lubumbashi, c'est pas pareil, deuxième ville du pays. Est-ce que ça veut dire que le pays est complètement fragmenté aussi contre Joseph Kabila? Est-ce que c'est une explication? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que le pays soit fragmenté. Simplement, l'ampleur des démonstrations populaires peut varier. Kinshasa, c'est une énorme ville. Les gens ont peur de la répression. Donc, ils se contentent, cette fois-ci, de rester chez eux, de ne pas envoyer les enfants à l'école, parce qu'ils ont peur de débordement. Il faut aussi savoir que l'opposition ne contrôle pas les troupes, et qu'il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui peuvent se livrer à des violences qui alors permettent de déclencher une répression. Mais à l'intérieur du pays, le sentiment est général. Il n'y a pas de désaccord dans l'opinion congolaise. Les gens veulent que la loi soit respectée, que la Constitution s'applique de l'Est à l'Ouest du Congo. Et tous ceux qui disent qu'il y a des divisions régionales, ethniques, provinciales, ce n'est pas vrai. Il y a une unité de vue là-dessus, et il y a une unité entre les Congolais sur certains principes de base qui sont malheureusement bafoués par le régime actuel. Et je dois dire aussi que je regrette que l'Union africaine, qui devrait garantir cette égalité, elle est en train de participer à cette mascarade comme si elle était devenue à nouveau, comme autrefois, un syndicat de chefs d'État qui se refilent leurs combines et leurs trucs respectifs. Et là, c'est vraiment une immense déception par rapport à ce que l'Union africaine
a pu être, a été, devrait être, et qu'elle n'est pas en ce moment. Alors globalement, le scénario ne ravit pas la communauté internationale, notamment l'Union européenne, l'un des principaux bailleurs de fonds étrangers en RDC, menace de prendre des sanctions contre Kinshasa si la présidentielle n'est pas organisée au plus vite l'année prochaine, en 2017, donc pas en 2018 comme c'est prévu. Est-ce que Bruxelles va couper le robinet, ou est-ce qu'on parle de menaces en l'air? Non, ce sont de véritables menaces. La question est de savoir quel est l'impact de cette menace-là. Parce qu'en fait, des régimes comme celui de Joseph Kabila ont trouvé aujourd'hui une parade, qui est une parade, je dirais, un peu... C'est une forme de rhétorique comme ça qui est maintenant utilisée par ce genre de régime. On l'entend au Burundi, on l'entend aujourd'hui à Kinshasa. C'est que dès que la menace des sanctions est agitée, on parle évidemment d'ingérence impérialiste, on crie à l'ingérence, etc. Évidemment, ce discours populiste a un impact relatif sur les populations. Et c'est la seule réponse aujourd'hui que peut donner ce régime. Mais ces régimes savent également quelle est aujourd'hui la restriction de la marge de manœuvre de la communauté internationale. On n'imagine pas la communauté internationale aujourd'hui, on n'imagine pas les partenaires extérieurs faire davantage, je dirais, que de proférer des menaces de sanctions, de condamner, de faire des déclarations, je dirais, de condamnation de principe. Au-delà de ça, évidemment, mais la pression internationale, ajoutée, je dirais, à la pression intérieure, celle de la société civile notamment, peuvent évidemment rendre, je dirais, les choses plus compliquées à ce régime. Parce qu'il faut quand même signaler que c'est la première fois en RD Congo qu'on a mis en place une constitution au contour démocratique qui supposait, en tout cas, qui est susceptible en tout cas de provoquer une alternance dans ce pays. Et il y avait un moment historique majeur, et pour un pays qui n'a jamais connu d'alternance normale, on n'a jamais vu un chef d'État arriver au bout de son mandat et s'en aller dans les meilleures conditions. C'est un moment historique que beaucoup de Congolais aimeraient ne pas laisser passer, notamment les jeunes aujourd'hui, notamment la société civile, notamment ces groupes, ces organisations comme la Lucha, la société civile, qui sont actifs et qui prennent le relais de l'action politique. Je vais peut-être vous laisser conclure. Il y a un autre aspect qui peut être soulevé à un moment ou à un autre. Dans la logique de l'opposition, Joseph Kabila ne pourra plus se prévaloir de son statut de président dans 2 mois. Est-ce que techniquement, l'opposition pourrait en appeler à la Cour pénale internationale? Est-ce que ça, c'est une autre option? Puis je vous laisserai conclure là-dessus. Non, je ne crois pas, sauf en cas de répression. Mais je crois qu'il faut relativiser aussi les limites des pressions extérieures. D'abord parce que dans le chef des Occidentaux, il y a parfois 2 mesures. Certains pays sont sanctionnés, d'autres ne le sont pas. Il y a des chefs d'État qui ont une grande longévité que le président Kabila. Et deuxièmement, les Occidentaux ne sont plus seuls en Afrique. Il y a d'autres intervenants, la Chine, la Russie, la Turquie, qui sont beaucoup moins regardants, et donc le dialogue est difficile parce qu'il y a d'autres partenaires et ces pays peuvent très bien jouer sur une partition beaucoup plus large pour résister à d'éventuelles pressions qui d'ailleurs en plus sont très inégales en fonction des pays. On verra donc ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et puis d'ici à cette date du 27 novembre qui aurait dû être la date de la présidentielle. Je vous propose qu'on avance, qu'on parle d'une autre présidentielle pour laquelle c'est sûr, il ne reste plus que 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, c'est la présidentielle américaine. Pour